30% d'impôt sur tes plus-values en crypto, c'est une chose. 70% d'impôt, pour moi, c'est inenvisageable. Enfin, le régime fiscal qui est en place donne beaucoup en amont, c'est-à-dire un crypto aussi, un crypto en aval. Pourquoi c'est un sujet qui revient sur la table? Pourquoi les gens ont peur de cette requalification? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu en as déjà constaté? Depuis 2019, le gros du cadre fiscal sur les crypto-monnaies n'a pas évolué en France. Et pourtant, depuis quelques semaines, de très grosses questions sont sur la table. Bientôt, tous les PSAN vont être obligés de communiquer automatiquement les transactions de leurs utilisateurs aux services fiscaux. Les transactions entre les crypto-monnaies et les stablecoins pourraient devenir des faits générateurs d'impôts, alors que pour l'instant, les transactions crypto-crypto n'en étaient pas, ce qui pourrait enlever une grosse partie de l'utilité des stablecoins en France. Et pour finir, beaucoup de particuliers ont peur d'être requalifiés en tant que professionnels, c'est-à-dire ne pas être assujettis à la flat tax, 30% d'impôt sur leur plus-value, mais bel et bien à près de 70% d'impôt, ce qui pour beaucoup serait rédhibitoire. Évidemment, on entend beaucoup de choses un peu partout et la communauté crypto s'excite parfois un peu vite. Malgré tout, il y a des vraies grosses questions qui méritent des clarifications et surtout des réponses. Dans cette vidéo, on se retrouve avec Pierre, CEO, cofondateur de Waltio. Comment ça va, Pierre? Super, très content. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde remet ces sujets sur la table? Pourquoi est-ce que d'un coup, il y a autant de bruit, que ce soit sur le crypto Twitter qui fait toujours du bruit d'ailleurs? Ouais. Pourquoi ces questions arrivent maintenant alors qu'il n'y a pas eu de grosse évolution du cadre fiscal depuis 2019? Alors, plusieurs éléments, les cours qui augmentent, les montants des portefeuilles qui croient aussi. Les airdrops. Les airdrops qui permettent de générer plus de revenus. Et donc, on voit que les gens réalisent plus d'opérations et donc ont des doutes sur leur qualification d'activité de trading. Écoute, je te propose de prendre les sujets dans l'ordre que je viens de les donner. Déjà, ces déclarations obligatoires pour les PSAN, c'est à partir de quand? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, concrètement, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle Directive de coopération administrative, DAC, la numéro 8, et elle contraint les plateformes d'échange, les PSAN, à automatiquement partager les transactions de leurs clients avec les autorités fiscales. Et c'était déjà le cas pour les banques, du coup. Exactement, c'est une sorte d'analogie, c'est une mise en place d'obligations qui existent dans le monde financier traditionnel. Et comme MiCA est mis en place au niveau européen, ça va tout simplement considérer les différents exchanges et les institutions financières crypto comme des établissements financiers traditionnels, donc comme des banques et donc aux mêmes obligations. Dans la logique, c'est exactement ça, c'est de leur mettre en place les mêmes obligations que les autres établissements financiers. MiCA, qui je le rappelle, est l'uniformisation dans toute l'Union européenne des règlements sur les crypto-monnaies. C'est à partir de 1er janvier 2026. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les plateformes vont devoir rétroactivement envoyer tout le flux de transactions et tous les détails des transactions de leurs utilisateurs? Non, les transactions des années antérieures au 1er janvier n'auront pas à être partagées par les PSAN. Par contre, j'anticipe peut-être ta question. L'administration fiscale a toujours la capacité de revenir 3 années en arrière en cas de contrôle. Mais ce ne sera pas une transmission de ces informations rétroactives de façon automatisée, quoi. Non, c'est à partir du 1er janvier 2026 et pour les années futures. Pour l'instant, pas de date de fin d'ailleurs. Je pense qu'on peut le dire. Il y a certaines personnes qui sont pour, qui sont contre le cadre fiscal français, toujours trop, toujours pas assez, peu importe. Mais il y a une réalité, c'est que cette capacité à être imposée uniquement quand on échange ses crypto-monnaies vers de l'euro, du dollar ou quand on revient en fiat finalement, c'était une agilité folle et c'était vraiment l'une des choses incroyables du cadre fiscal français aujourd'hui. Depuis notre première vidéo ensemble, depuis qu'on a commencé à traiter le sujet, les stablecoins ont toujours été considérés comme des crypto-monnaies et comme les transactions crypto to crypto ne sont pas des faits générateurs d'impôts, il n'y a jamais eu de sujet. C'est-à-dire que tu passais ton Bitcoin, même si tu avais réalisé des plus-values en stablecoin, tu te désexposais de la volatilité et ça générait pas de l'impôt. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vient à se demander est-ce que le stablecoin est toujours considéré comme une crypto-monnaie et est-ce qu'on va pas générer de l'impôt quand on échange nos cryptos vers des stablecoins? Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui on se pose cette question? C'est parce que est arrivé des textes européens non MiCA, où il y a un texte qui dit que le stablecoin est une crypto-monnaie et concrètement, il y a un autre texte qui dit que c'est la monnaie électronique. Si c'est de la monnaie électronique, à partir de là, crypto contre quelque chose qui n'est pas une crypto, monnaie électronique, c'est une opération imposable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aussi nous force à creuser sur la définition, dans ce cas-là, de la crypto-monnaie. Et c'est vrai que si on étudie, et surtout quand on voit les avocats fiscalistes spécialisés en crypto qui étudient la définition de la crypto-monnaie, là on comprend que il y a un flou sur la notion de stablecoin si en fait
les conditions de cette définition sont cumulatives ou non. Et donc, ça donne un certain flou sur est-ce que le stablecoin est une crypto ou pas. Qui va le préciser, Zach? Qui va dire c'est uniquement quand il y a toutes les conditions que c'est une crypto-monnaie ou s'il y en a qu'une seule qui est cochée, c'en est une? Parce que si je comprends bien dans les deux réponses, on aurait des stablecoins qui sont des monnaies électroniques ou alors des stablecoins qui sont des crypto-monnaies. Qui sait qui à un moment va trancher et va prendre cette décision? Tôt ou tard, ce sera soit l'État, soit via l'aide de conseils. Mais pour l'instant, la très grande majorité, voire même tous les Français, je pense, voient le crypto stablecoin comme non imposable. Et c'est entendu et entendable, hein? Voilà, exactement, et respecté comme ça. Il y a peut-être un moment où, en effet, l'État français va se saisir du sujet et clarifier ou voilà. Il y a combien de pays dans le monde qui, comme nous actuellement en France, considèrent les stablecoins comme des crypto-monnaies et ont donc un traitement fiscal différent de crypto à stable et de crypto à euro ou monnaie fiat? Alors, la France est le seul pays au monde qui a un traitement différent crypto stablecoin versus crypto fiat, qui traite différemment fiscalement ces deux opérations. Mais s'il n'y a que la France, c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que ça voudrait dire qu'il y a quand même de grandes chances qu'il s'inspire de ce qui existe ailleurs et que notre modèle évolue. C'est pas une bonne nouvelle, je sais pas, mais en tout cas, le régime fiscal qui est en place donne beaucoup en amont, c'est-à-dire un crypto aussi en aval. Mais un crypto tout crypto qui est non imposable, c'est-à-dire comme on en parlait. Par contre, on n'a pas d'intérêt à déclarer. On n'a pas d'intérêt à suivre son portefeuille. On peut pas déduire une moins-value sur une année de ses plus-values futures en crypto ou de ses autres revenus. Ça existe dans de nombreux pays. Si on détient ces cryptos pendant un certain temps, on peut pas non plus avoir soit un abattement, soit une exonération, c'est-à-dire pas d'impôt. Il y a beaucoup de pays qui te mettent 0% d'impôt si tu les détiens plus de 6 mois ou plus d'un an. Luxembourg, Allemagne. Et tu penses que quand il y aurait une clarification du coup sur les stablecoins et sur l'entièreté du modèle fiscal français, sur les crypto-monnaies, tu penses qu'il pourrait y avoir des ajustements ou des nouveautés de ce genre-là? Je sais pas exactement comment ce sera mis en place. Par contre, il est évident que s'il y a ces ajustements, il y aura aussi d'autres modifications de l'autre côté pour rendre le cadre fiscal toujours attractif. Ouais. Ok, et passer par d'autres stablecoins adossés à d'autres actifs qui sont plus considérés comme des crypto-monnaies, ce serait une solution ou pas? Pour moi, c'est exactement comme si on se disait, aujourd'hui, l'État veut réguler les plateformes d'échange. Okay. Et plutôt de suivre la conformité, on va essayer de passer par des exchanges qui sont non PSAN. Okay. Il y a peu de chances que ce soit un argument valable. Voilà, il y en aura peut-être. Après, il va falloir rentrer dans la définition des stablecoins, parce qu'il y a plein de types de stablecoins. Les stablecoins or, c'était typiquement ce à quoi je pensais quand je t'ai dit ça. Hein. Voilà, est-ce que le stablecoin représente une fiat, un panier de fiat? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est des RWA? Est-ce que c'est un asset? C'est sur quoi en fait le stablecoin est? Très clair. Que ça plaise ou pas à certains, 30% d'impôt sur tes plus-values en crypto, c'est une chose. C'est la flat tax. C'est ce à quoi la plupart des gens s'attendent à être assujettis quand ils vont déclarer leur plus-value en crypto-monnaie. 70% d'impôt, pour moi, c'est inenvisageable. C'est quelque chose de punitif et c'est quelque chose qui, pour moi, pour la très grande majorité des gens qui réalisent réellement des profits sur les crypto-monnaies, sera tout simplement inacceptable. Pourquoi c'est un sujet qui revient sur la table? Pourquoi les gens ont peur de cette requalification? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu en as déjà constaté? En effet, les gens font de plus en plus d'opérations. On parlait tout à l'heure des airdrops. On voit que surtout le crypto Twitter français s'interroge. Quel est le risque d'être qualifié? T'en as connu des requalifications? Alors, c'est pas moi qui les traite et ils vont voir des avocats fiscalistes spécialisés dans les cryptos dans ces situations. Nous, ce qu'on voit dans nos utilisateurs, c'est que la très très grande majorité des Français ont une activité de trading de crypto-monnaie qui est qualifiée d'occasionnelle et donc déclare à 30%. Parce que moi, ça m'a pas suffi. Hein. J'ai été jusqu'à faire un rescrit fiscal. Ouais. Donc, j'ai été demandé jusqu'à l'administration fiscale. Voici ma situation, voici mon activité. Voilà comment est-ce que je traite aujourd'hui quand j'investis dans une crypto-monnaie. Est-ce que vous me confirmez que je suis bien considéré comme un trader occasionnel et donc absolument pas comme un trader professionnel et que je suis donc assujetti à la flat tax. Ouais. Et même dans leur réponse, c'est-à-dire même dans un rescrit fiscal, tu as une réponse. Oui, si c'est exactement comme vous nous le présentez, à ce moment-là, et uniquement s'il n'y a aucun autre facteur changeant autour, tu te rends compte que même leur réponse peut être assujettie à une interprétation, alors que c'est pourtant le propre du rescrit, quoi. Ouais. Et ils t'ont dit quoi dans ce rescrit? Dans le rescrit, ils ont dit que sur les conditions actuelles, et même dans mon cas, malgré certains volumes, je serais bel et bien considéré comme du trading occasionnel et donc la flat tax. Pas de requalification. Mais ce que je comprends dans leur réponse,
et surtout on l'apprend en droit, hein, c'est de l'interprétation d'eux, eh bien tu vois qu'ils laissent des flous. Et tu vois que n'importe quoi pourrait remettre en cause le fondement du truc. Ils se laissent toujours une porte ouverte en fait. Alors, déjà, c'est ta situation. Tu es unique. Et donc, c'est pas parce que toi, tu as été à ce moment-là, l'administration fiscale t'a recommandé d'être imposé à la flat tax. Je veux surtout pas que tout le monde se dise « Ah, mais alors dans ce cas-là, si Asher est comme ça, moi je suis comme ça ». Pour le coup, ta situation est vraiment unique. Et en plus, elle peut évoluer dans le temps. Je le souhaite pas, mais c'est des choses elles peuvent changer. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en effet, la très très grande majorité des Français ont une activité de trading qui est occasionnelle et donc sont imposés à un taux de 30%. Concrètement, quels sont les critères que l'on connaît déjà aujourd'hui et qui vont être regardés pour savoir si un particulier peut ou non être requalifié? Alors, il y a un ensemble de critères. Il y en a donc liés à l'activité de trading, le montant des transactions, la fréquence des transactions, les outils utilisés. Mais il y a aussi tout un tas d'autres critères qui sont vraiment associés à la situation personnelle. Quels sont les revenus du foyer fiscal? Est-ce que la personne a un travail? Donc ça va dépendre également de la circonstance et de la situation personnelle en plus du coup de son activité professionnelle à cette personne. Complètement. La situation personnelle et professionnelle, même du foyer fiscal. En effet, quelqu'un qui n'a pas de métier a plus de chances d'être qualifié. Et comment la personne dépense son temps et quel temps elle consacre à son trading de crypto-monnaie par rapport à son métier. Donc il y a tout un ensemble de critères qui permettent de déterminer. Je me trompe peut-être, mais j'avais également entendu dans certaines qualifications que ça pouvait être le nombre d'outils. Est-ce que les personnes utilisent des outils professionnels et est-ce qu'ils sont par exemple abonnés, est-ce qu'ils ont acheté différentes choses qui leur permettent de façon professionnelle de réaliser des activités de trading? C'est évident que si quelqu'un paye une fortune, un certain nombre d'outils de trading avancés ou d'accès type un Bloomberg de la crypto, est un élément qui encourage à la requalification de son activité en professionnel. Comme je disais, je pense qu'il y a vraiment peu de personnes, ou en tout cas la part des Français qui ont une activité professionnelle est vraiment très faible. Et si on continue à avoir un doute même après notre échange, ou même s'être renseigné, et ben dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est de consulter un avocat fiscaliste spécialisé dans les enjeux fiscaux des crypto-monnaies. Je le précise, qui connaît bien, qui a déjà vu ces situations, et ça permet au moins d'être serein. Et évidemment, je préfère le préciser, commencez pas à arrêter de dormir et à vous creuser la tête toute la journée si vous avez réalisé quelques centaines ou quelques milliers d'euros de profit en crypto-monnaie. Là, pour le coup, c'est des questions que vont se poser les personnes qui se retrouvent avec une somme conséquente de profit et qui, entre guillemets, cette décision-là pourrait changer leur avenir fiscal en France, tout simplement. Bref, là où les critères sont clairs, les seuils ne le sont pas. Et donc, si vous avez des doutes, rapprochez-vous de professionnels. Mais il y a une panique dans tous les sens. J'ai l'impression que la requalification est à la bouche de tout investisseur de crypto, alors que très peu en sont réellement concernés, Il n'y a pas eu énormément d'évolution sur le cadre fiscal, donc ça ne servait à rien aussi de refaire un sujet complet pour reprendre les points qu'on avait déjà traités. Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés de Waltio? Et si tu dois faire ta publicité sur tes nouveautés, ce que tu as développé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton outil? En une ligne, à quoi il sert? Et qu'est-ce que tu as implémenté avec tes équipes dans les derniers mois et les dernières années? Alors, déjà, Waltio, on aide les gens à poursuivre leur portefeuille et faire leur déclaration fiscale le plus facilement et le plus rapidement possible. Quoi de neuf? 4 choses. La première, c'est qu'on récupère les informations beaucoup plus rapidement qu'avant et on a mis en place un système de one-click report, c'est-à-dire que le rapport fiscal se génère automatiquement. Deuxième chose, c'est qu'on supporte maintenant les différentes façons de déclarer. Aujourd'hui, on peut opter pour choisir au taux marginal d'imposition au lieu de déclarer avec la flat tax. Et ça, on fait ces calculs maintenant au sein de Waltio. Parce que pour les revenus plus modestes, parfois c'est même avantageux, financièrement et fiscalement du coup, d'être considéré au barème d'impôt progressif plutôt qu'au 30% de la flat tax. Ils peuvent même des fois payer moins que 30% d'impôt. C'est ça, exactement. Une nouveauté de cette année, c'est qu'on peut choisir entre les deux. Nous, ce que je peux encourager, c'est de tester dans l'espace en ligne. Là, on déclare Waltio te le dit si t'es… Non, Waltio ne peut pas le savoir parce que c'est d'autres revenus, les autres revenus hors crypto. D'accord. Donc, c'est pas le rôle de Waltio. Et donc, à partir de là, au moment de déclarer ses impôts, on peut tester en choisissant et on voit à la fin le montant. Si tu payerais plus d'impôts, du coup, au barème progressif ou… D'accord. Exactement. Et on prend plus celui qui nous intéresse ou le plus avantageux des deux. Donc, ça, c'était la nouvelle fonctionnalité, possibilité de choisir avec le barème progressif, mais aussi de déclarer ses revenus en BNC, tout ce qui est revenus de stacking, masternode, mining, ceux qui le souhaitent, ça peut être déclaré en BNC. La troisième fonctionnalité, on avait avant un guide fiscal, là maintenant on l'a fait de façon personnalisée.
C'est-à-dire qu'on a un guide fiscal qui permet d'accompagner, une fois qu'on a son montant d'impôt calculé, d'accompagner l'utilisateur pas à pas jusqu'à la déclaration, jusqu'à la fin de sa déclaration. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a vu des utilisateurs qui venaient nous voir après la déclaration fiscale pour deux choses, soit parce qu'ils avaient un contrôle fiscal, soit parce qu'ils avaient du mal à rapatrier leurs fonds vers une banque. Comme on a toute la vue complète du patrimoine de crypto, ce qui est nécessaire pour sa déclaration fiscale, on a produit des guides explicatifs avec des documents. Ils comprennent comment ça se passe et en même temps, ils ont tous les documents qui sont faits automatiquement pour répondre aux interrogations, que ce soit de la banque ou en cas de contrôle fiscal. Et donc, ouais, quand tu as des banques qui veulent comprendre comment fonctionnent les flux et comment ça se fait qu'il y ait de l'argent qui vienne sur le compte de l'utilisateur, ça permet, ce document-là, de fournir des précisions aux établissements bancaires, par exemple. C'est ça, exactement. Pour justifier ces opérations, d'où vient l'argent et d'où viennent les fonds. Comme ça, la banque est susceptible d'accepter le dépôt de fiat qui arrive depuis un exchange. Pierre, merci pour tes réponses. Je mets un lien dans la description pour Waltio avec toujours le code HR10 et la petite réduction qu'on fait aux personnes qui utilisent Waltio pour la première fois. Merci beaucoup pour ton temps, en espérant qu'il y ait des clarifications et pourquoi pas des bonnes nouvelles sur ces différents doutes qui sont très souvent portés d'ailleurs par le crypto Twitter. Hein. C'est là-bas que ça fait le plus de bruit et c'est là-bas que ça s'excite le plus quand les crypto-monnaies sont dans le vert et qu'on commence enfin à se poser. Il n'y avait pas trop de questions sur la fiscalité en 2022. Hein. Quand ça c'était commençait, plus calme. Voilà, les gens se demandaient moins à quelle sauce ils allaient être mangés. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu plus technique, mais ça concerne directement les gens de façon plus personnelle, je pense, parce que finalement, c'est leur argent, c'est leur risque et c'est également leur imposition. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Première vidéo qu'on fait physiquement tous les deux? Ouais. On avait, Troisième ou quatrième vidéo? Troisième ou quatrième, ouais, en comptant la chaîne secondaire. Mais première fois qu'on le fait tous les deux, écoute. Pourquoi pas une première, mais je l'espère pas une dernière. Merci à toi. Merci. Abonnez-vous!